Salut à tous, c'est Alan au micro et vous écoutez le 10e numéro de Profil, votre émission de scouting pour le site Dunk Hebdo. Aujourd'hui avec moi, seulement un homme, le scout de la semaine. Pierre, comment ça va Pierre ? Ça va, salut tout le monde, salut Alan. Cette semaine, tu vas nous parler d'un joueur d'une équipe qui gagne, Malcolm Brogdon. Donc vas-y, je t'écoute pour le profil de Brogdon. Déjà, je remercie les votes Twitter qui m'ont délivré le fameux Malcolm Brogdon, aka rookie de l'année. Donc Malcolm Brogdon, 3e année NBA, il a déjà 26 ans. Donc c'est un joueur qui a fait tout son cursus universitaire. Il est juste en comparaison plus vieux que Steven Adams ou Anthony Davis, ce qui peut paraître assez bizarre. Il est issu de l'université de Virginia, il a fait son cursus complet comme je l'ai dit, drafté par les Bucks au second tour, donc au 36e choix. Et surprise à cette époque, il a été élu rookie de l'année en 2017 dans une draft qui est assez spéciale en fait, qui est assez atypique, et c'est lui qui avait fait réaliser la meilleure saison. Il a annoncé à 1m96, j'étais un peu surpris de ça parce que je le pensais plus petit à la vision des matchs, et avec une envergure de presque 2m10, donc il est assez long. Alors pour commencer, j'ai l'impression, et j'en faisais partie, que Malcolm Brogdon, il a une image plutôt médiocre et peut-être même médisante dans la ligue, parce qu'il a été rookie de l'année d'une draft moyenne, et surtout rookie de l'année d'une manière peut-être peu convaincante. Quand on voit les rookies de l'année qu'on a eu après ou avant, il fait un petit peu tâche au milieu de ces joueurs-là, donc c'était un petit peu un choix par défaut, notamment avec la blessure de Ben Simmons. J'ai aussi l'impression qu'il est là et à ce niveau, et comme beaucoup le pensent, parce qu'il a Giannis Antetokounmpo à côté de lui, et que son expérience universitaire préalable fait qu'il était NBA ready, même s'il n'est pas exceptionnel en termes de talent. Donc j'ai essayé de faire abstraction de ça, et j'ai d'abord jeté un coup d'œil à ses stats, et là j'étais un petit peu surpris, parce qu'il avait la réputation d'être un joueur propre, mais là j'étais assez surpris de la propreté en fait. 51% au tir, 41,6% à 3 points, et 95,3% en lancer franc. Il est à 102 sur 107 depuis le début de saison, et sachant qu'il en tente en plus de plus en plus année après année, c'est une stat qui est très 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 intéressante. En plus de ça, de cette propreté, il tourne à 1,6 turnover par match, qui est très faible pour un joueur à son poste là, et qui joue quand même beaucoup. Donc au final, je me suis demandé qu'est-ce qu'était le réel niveau de Malcolm Brogdon, et est-ce qu'il vit en fait dans la NBA grâce au prochain MVP qui est Giannis Antetokounmpo. Donc déjà, une première analyse qui peut être faite, c'est que il joue 90% du temps au poste 2. On se souvient que dans sa saison rookie, il était plutôt meneur, et là, depuis l'arrivée de Derrick Bledsoe notamment, il joue quasiment que poste 2, et son temps à la main a largement baissé, comme j'ai dit, notamment à cause de Bledsoe et aussi par l'arrivée de George Hill, et c'est peut-être un mal pour un bien en fait. Il est peut-être beaucoup plus intéressant sur ce poste 2. Une autre chose qui m'a marqué aussi quand j'ai regardé les matchs, c'est qu'il y a une rotation assez atypique autour de lui, et même un petit peu de Giannis. En fait, il sort très tôt dans le premier quart-temps après avoir commencé le match, il re-rentre à la fin de ce quart-temps-là pour jouer le fin du premier et le début du deuxième, il ressort dans le deuxième pour re-rentrer en fin de deuxième quart-temps juste avant la mi-temps. Il fait la même chose en deuxième mi-temps, et c'est une rotation qui est pas répandue énormément en NBA, notamment pour les titulaires, et Giannis suit un peu aussi cette trajectoire. Donc Brogdon joue beaucoup avec Giannis, mais c'est quelque chose qui m'a assez surpris et qui lui permet parfois de jouer avec des joueurs du banc et de jouer contre des bancs aussi. Donc comme il a l'habitude de faire, je vais commencer par son profil offensif. Donc comme je l'ai dit, son jeu a évolué notamment par l'arrivée d'Eric Bledsoe, et aussi parce qu'il joue aux côtés de Giannis Antetokounmpo. Du coup, il a peu la balle en main, il a peu de systèmes ou de situations appelées pour lui. En fait, sur la plupart des attaques, il est caché à 45 degrés ou dans un corner, et il attend d'être servi pour un tir ou pour éventuellement faire l'extra passe ou pour driver. Il a un tir qui est pas élite, mais qui est très efficace. Il a un geste plutôt correct qui, comme j'ai dit, c'est pas de la perfection, c'est pas Klay Thompson, mais c'est plutôt rapide, il a des bons appuis, sa gestuelle de bras est plutôt bien, mais c'est pas encore élite, mais ça lui permet par contre d'être très efficace, donc comme je l'ai dit, avec 41% à 3 points. Il a d'excellentes capacités de drive, c'est un très très gros driver, malgré le fait qu'il manque de vitesse et qu'il manque peut-être d'explosivité pour lui permettre de finir au cercle. Donc, en fait, il arrive constamment à driver, c'est une vraie intention chez lui, mais il a beaucoup de difficultés pour finir près du cercle parce qu'il explose au contact et parce que il manque de qualité athlétique. C'était pas sa qualité première à la draft, ça l'est toujours pas. Il manque de vitesse, il manque de détente, et du coup il arrive des fois à exploser au contact et ne pas réussir à finir ses situations, notamment sur des N1, et il va finir souvent au lancer franc ou alors contré.
je remercie NBA.com parce que je voulais aussi analyser le nombre de pick and roll qu'ils jouaient par match, et c'était impossible parce que le site est en maintenance ou qu'ils ont enlevé la stat, donc je les remercie, mais c'est quelque chose qui est très peu joué en fait, j'ai l'impression avec lui, peut-être un peu plus quand Giannis est hors du terrain, et ça j'aurai l'occasion d'y revenir, mais entre Eric Bledsoe, peut-être Middleton aussi qui a pas mal de ballons, et Giannis, il a très peu de pick and roll pour lui en fait. Donc il a en fait un jeu très analytique, il tente très peu de tirs à mi-distance, il tire énormément de près du cercle, donc comme j'ai dit grâce à ses drives, et il tire beaucoup à 3 points. Il est très très bon dans les corners, et il a notamment une zone de confort aussi à 45 degrés à gauche, où il est à des très bons pourcentages supérieurs à ceux de la ligue, il est quasiment à 50%, et donc il prend la majorité de ces tirs-là à 45 degrés, où en fait il profite des drives d'Eric Bledsoe, de Giannis Antetokounmpo, des prises à deux notamment, pour pouvoir prendre ces tirs-là. Néanmoins, comme je l'ai dit, c'est un très très gros diver. Il arrive à passer les joueurs, il arrive dans la lecture en fait à passer les joueurs, et c'est ça aussi une chose qui m'a marqué de Malcolm Brogdon, c'est qu'il a un très gros QI basket en fait. Il a des qualités athlétiques assez faibles, et du coup il arrive constamment à lire la défense et profiter de l'avance qu'il a, notamment sur les rotations défensives, et notamment dû aux fixations de Giannis par exemple, ou des prises à deux pour lire la défense. Donc par exemple quand Giannis joue au poste et qu'il est pris à deux, il est très bon dans les backdoors et dans les coupes à l'opposé pour aller mettre des layups et finir tout seul sous le cercle. Ça a notamment été le cas contre Oklahoma City là dans le dernier match qu'il a joué, où il l'a réalisé à 2-3 actions d'affilée. Il est aussi très bon dans l'attaque des close-out, comme j'ai dit, il voit quand il faut tirer, éventuellement prendre un tir contesté, il voit aussi où il faut driver. Il est assez à l'aise des deux mains, et ça lui permet de assez facilement passer les joueurs et d'aller finir au cercle. Au niveau de son handle, il est peut-être un petit peu trop limité pour lui. Ça lui permet d'attaquer le cercle, ça lui permet de faire ce qu'il a à faire entre guillemets, mais c'est pas Malcolm Brogdon qui va mettre des crosses à la Kyrie Irving. Ensuite, il est très propre sur les écrans porteurs. Il en joue pas énormément, comme je l'ai dit, mais quand il les joue, en fait, il va pas constamment prendre le risque. Si je devais, par exemple, le comparer à un Dennis Schroeder que je vois beaucoup jouer, lui, il cherche constamment le risque, constamment la passe décisive, constamment à tirer. Malcolm Brogdon, c'est plutôt dans prendre l'écran, voir ce qui se passe ensuite. Est-ce que je peux driver sur le grand, aller finir au cercle? Est-ce que je peux trouver une passe intérieure? Est-ce qu'on joue pick and pop? Est-ce que je peux tirer, notamment avec Brook Lopez? Et c'est du coup pas du tout le même type de joueur, c'est beaucoup plus un gestionnaire. Et dans le cas où la situation de pick and roll n'a pas marché, il est capable, et même souvent il le fait, de s'arrêter et de ressortir la balle, et on réenchaîne une autre intention de jeu beaucoup plus rapide. Là où j'aimerais peut-être un peu plus le voir, en fait, c'est sur des prises d'écran non porteurs. Il y a une situation que Milwaukee joue beaucoup, c'est une situation où il y a deux écrans qui vont à l'opposé pour libérer un shooter, souvent c'est Middleton, et de l'autre côté, Giannis peut éventuellement jouer post-up. Et en fait, ces situations-là, pour Malcolm Brogdon, pourraient être intéressantes. Il le joue parfois, et en fait, je le trouve intelligent dans ses prises d'écran et dans son choix, notamment après les écrans. Ça rejoint aussi ce que j'ai dit sur les close-out. Il arrive bien à lire les défenses, en fait. Tu vois que c'est un joueur qui a été formé assez longuement en université. Tu vois qu'ils ont pris le temps de lui inculquer des vraies notions de basket, d'un vrai QI basket, et ça se ressent sur son jeu, et je pense que c'est ce qui fait qu'il est en NBA maintenant, au-delà de ses qualités athlétique et de shooter. L'un de ses gros défauts, par contre, au-delà de peut-être sa discrétion au final, c'est que sur les transitions, il a tendance à peut-être trop s'enfoncer dans les défenses et à rechercher un layup ou une faute. En fait, comme il est très à l'aise au lancer franc, il va souvent rechercher des fautes sur ses drives ou sur les transitions, et parfois il va déjouer, en fait, il va oublier un petit peu ses coéquipiers, alors qu'il y a des vrais joueurs autour de lui, notamment en transition. Si t'as Giannis qui arrive en trailer ou Middleton qui arrive pour tirer à 3 points, il faut les servir. Et là-dessus, c'est un vrai axe de progrès qu'il a, parce que il est encore beaucoup trop brut, et en fait, peut-être même c'est les seules actions où il peut être un peu personnel, où il va plutôt favoriser son tir à lui plutôt que les tirs des autres joueurs. Il y a un match que tu m'avais conseillé de voir, et on avait parlé tous les deux, c'était le match sans Giannis Antetokounmpo contre Washington. Et en fait, sur ce match-là, toute sa discrétion que je soulignerai après, elle était un peu moins visible. En fait, il était beaucoup plus agressif, il a essayé beaucoup plus de scorer, il a notamment attaqué, c'était Satoransky et Bradley Beal qui défendaient éventuellement sur lui, il les a beaucoup attaqués, il a mis des layups, il a mis quelques tirs, et tu voyais que il était d'une autre façon un peu plus la balle en main, il était un peu plus responsabilisé, et il avait pas le même rôle, en fait, tout simplement, et ça lui a permis de montrer d'autres choses. Ça m'a permis de voir aussi des vraies qualités de drive, comme j'ai dit, même s'il lui manque de l'explosivité, mais il était beaucoup plus agressif. C'est peut-être ces matchs-là qu'il faut regarder si on s'interroge un jour de son avenir hors de Milwaukee. Donc en fait, si je devais le résumer, il est bon driver, même s'il a des difficultés à finir au cercle, très bon shooter, c'est pour ça qu'il fit parfaitement bien à Milwaukee. Là aussi, je le finirai en fin de profil. Il doit pouvoir créer peut-être un petit peu plus que ce qu'il ne montre maintenant à Milwaukee. Là, actuellement, il est
utilisé comme un 2, donc pas comme un meneur. Il y a Bledsoe qui a beaucoup la balle en main, il y a Middleton, il y a Giannis, et donc il est utilisé quasiment exclusivement comme un shooter slasher pour des actions ou de finition plutôt. Maintenant, défensivement, je savais pas trop à quoi m'attendre. Milwaukee, la meilleure défense NBA, il a passé Oklahoma City. On va dire qu'il est honnête, mais pas élite en fait. Dans le sens où il est entouré de gros défenseurs. Giannis défend très bien, Middleton est réputé gros défenseur, Bledsoe a un impact physique qui, quand il se met à défendre, c'est très intéressant. Lui, je le trouve plutôt, là aussi, intelligent dans sa défense, mais limité athlétiquement. Donc, sachant qu'il joue poste 2, il peut défendre, on va dire, des postes 1 et 1 à 2. Donc, des fois, il est exposé à des joueurs un peu plus grands que lui et un peu plus physiques que lui, et il a énormément de mal à ça. Et d'ailleurs, c'est souvent comme ça que les défenses essayent de l'attaquer, c'est de jouer physique face à lui. Si je prends l'exemple de Bradley Beal sur ce match de Washington, Bradley Beal a beaucoup plus joué près du cercle que son habitude, il est cherché des rebonds, il a posté, enfin, il l'a fait travailler, en fait, physiquement. Et d'ailleurs, je crois qu'au fil du match, c'est plutôt Bledsoe qui allait sur Bradley Beal. Donc, il a un peu cette limite physique, mais il est très intelligent dans ses défenses, il effectue bien les close-out, sur les pick and roll, il respecte bien ce qui est demandé, même si des fois, du coup, il est forcément en difficulté à cause de sa vitesse. Mais voilà, il respecte bien le système mis en place, je pense, par Mac Budenholzer, et ce qui en fait pas un poids en défense, il a pas un impact négatif. Après, moi je suis pas expert, mais ce que j'ai pu lire sur sa draft et avant sa draft, c'est qu'il a eu des prix en fait de défenseur en universitaire, donc il avait un profil peut-être plus intéressant que ça défensivement, il était peut-être attendu un peu plus fort en défense, et ça s'est pas ressenti pour moi sur ces matchs. Peut-être qu'il a encore du potentiel, même s'il vit un petit peu, mais je pense que sa limite athlétique en NBA, le limite pour être un défenseur élite en fait, tout simplement. Donc il est propre, honnête, il sait ce qu'il a à faire, mais c'est pas lui qui va gagner des ballons. Il faut quand même que je souligne, il y a 2-3 passages, notamment les moments chauds, les moments clutch, où il est par contre un peu plus capable de mettre de la pression défensive, d'être un peu plus agressif, un peu plus dans le hustle et essayer de gagner des ballons. Ça a été notamment le cas encore une fois contre ce match de Washington, où dans les dernières défenses, quand il re-rentre en fin de quatrième quart-temps, il apporte un petit peu en défense, il apporte de la pression sur les meneurs adverses ou sur les postes de adverses, et là il devient beaucoup plus intéressant. Mais je pense pas qu'il puisse faire ça tout le temps, et je pense pas que ça soit réellement ce dont les Bucks ont besoin. Donc défensivement, je dirais juste qu'il est honnête et qu'il a un niveau, on va dire, un bon niveau de défensif, même si ça reste très limité par ses qualités athlétiques, et du coup il y a des matchs où il est complètement exposé en fait. Je pourrais reprendre l'exemple aussi d'un moment où contre Oklahoma City il a switché sur Paul George, et là ça a été, en même temps c'est Paul George, mais ça a été très 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 compliqué pour lui. Pour finir, je me suis posé du coup la question de qu'est-ce qui allait être dans le futur, qu'est-ce qui allait être le futur de Malcolm Brogdon, et comment les Bucks allaient lui donner de l'argent. Donc en fait, comme j'ai dit, Brogdon est très discret en attaque, et ça démord complètement de par exemple Giannis Antetokounmpo ou d'Eric Bledsoe, et en fait ça en fait un fit pour moi très 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 intéressant pour eux en fait. Et si je regarde l'attaque, c'est un combo poste 1-2, c'est ce qu'ils ont besoin par rapport à Eric Bledsoe. C'est un défenseur non élite mais perfectible, c'est un bon shooter, même très bon shooter au niveau des pourcentages, c'est un titulaire NBA pour moi, peut-être pas en termes de talent pur, c'est peut-être pas le meilleur joueur NBA, mais en termes de son apport et de son impact et de sa propreté tout simplement, c'est un joueur titulaire NBA dans beaucoup d'équipes je pense. Et donc moi je me dis que lui il a un très bon fit pour les Milwaukee Bucks, mais est-ce qu'il ne faut pas rechercher peut-être un talent plus grand, peut-être un joueur plus à risque, peut-être un joueur différent, mais un talent plus grand, quelqu'un capable de prendre feu, quelqu'un capable parfois de ramener l'équipe dans un match, peut-être de faire gagner l'équipe, parce que Malcolm Brogdon est un joueur très discret, et en fait il met ses 15 points, il met ses petits tirs de temps en temps quand il les a, mais il va rarement prendre feu en fait. Je crois que j'ai jamais vu même prendre feu, j'ai rarement eu écho d'un match où Malcolm Brogdon était juste en feu. Donc peut-être que Milwaukee va être dans cette stratégie d'aller chercher un gros free agent ou de trader pour un joueur avec un talent supplémentaire. Enfin, je pense que tout le monde peut imaginer par exemple, c'est un exemple, mais un Kyrie à Milwaukee, c'est autre chose qu'un Malcolm Brogdon ou qu'un Eric Bledsoe. Et ça serait très intéressant pour eux, et pourquoi pas aller chercher ce type de joueur un peu plus talentueux offensivement. Donc, je pense que Milwaukee peut être éventuellement agressif, mais pour moi, ils doivent quand même essayer de le garder, ce joueur-là, parce que je suis pas sûr qu'il gagne énormément d'argent, en fait, dans les autres équipes de la ligue, parce qu'il a une limite du fait qu'il est peut-être pas meneur titulaire,
parce qu'il a des capacités de création qui sont pas optimales, parce que maintenant il joue poste 2 quasi exclusivement et qu'il est assez grand pour le faire. Et c'est un bon shooter, mais c'est pas le type de joueur que énormément d'équipes vont vouloir aller chercher. Il est peut-être un peu pas sous-coté, mais c'est un joueur qui c'est pas le premier joueur sur qui on va se jeter en fait, tout simplement, alors qu'il pourrait être très intéressant dans pas mal d'équipes. Du coup, j'ai du mal à voir comment ça va fonctionner pour lui, mais je vois quand même Milwaukee lui proposer un contrat pas mirobolant, mais un contrat plutôt correct et essayer de le garder, surtout s'ils ont pas pu avoir un joueur au talent supplémentaire. Donc un deuxième contrat. Merci beaucoup Pierre. Pour bondir un peu sur ça, je voulais te demander quelle peut être sa valeur en gros dans un trade si Milwaukee veut aller chercher un joueur de plus intéressant, comme tu l'as dit, peut-être une deuxième star ou un troisième gros joueur à côté de Giannis Antetokounmpo. Est-ce que inclure Brogdon, ça peut faire envie à certaines franchises? Sur le papier, je pense qu'il a peut-être moins de valeur qu'il ne devrait. Déjà parce que voilà, comme j'ai dit, il a un profil assez atypique, il a un jeu pas forcément de création, enfin pour un guard, c'est assez bizarre en fait. C'est un joueur de complément en fait. Après le problème qu'il a par rapport à sa valeur, c'est que là il est dans son contrat rookie. Donc là, il a un contrat intéressant. Il va devoir prolonger si je calcule bien, dans 2 ans oui, c'est ça. Mais il est quand même assez vieux en fait. Il a déjà 26 ans, donc son prochain contrat en fait, ça sera son prime. Donc tu peux te dire que lui, il va vouloir chercher de l'argent. Donc je sais pas quelle valeur il aura exactement. Je pense aussi que ce joueur-là, il a besoin d'être dans une équipe qui fonctionne bien, avec des joueurs forts autour de lui et une équipe collective et intelligente. C'est-à-dire que je pense qu'actuellement tu le mets à Phoenix ou à Chicago, comme Brogdon n'est pas spécialement bon et efficace. Par contre, si tu le mets dans une équipe qui tourne bien, qui est intelligente, comme Milwaukee par exemple le fait actuellement, ou par exemple une équipe comme Utah qu'on sait qui arrive bien à utiliser les joueurs, il sera très intéressant. Et donc je pense que l'environnement aussi et l'équipe qui veut le chercher jouera beaucoup dans la valeur qu'il a. Il a peut-être pas la même valeur dans chaque équipe en fait. Ouais, c'est ça. Non, je suis très d'accord, surtout pour ce que tu avais dit sur sa défense. Sur le joueur qu'il était en NCAA, il profitait surtout d'un très bon collectif en fait. C'est quand on peut être le joueur de Virginia qui sont en NBA, les Joe Harris et compagnie, c'est des joueurs qui sont pas exceptionnels, mais qui font pas d'erreurs, qui sont des joueurs des joueurs de système et qui sont des joueurs qui respectent les consignes du coach. Je pense que à côté de Giannis, à côté de Middleton, à côté même de Bledsoe, c'est très bien, surtout pour un coach comme Budenholzer, donc c'est vraiment super positif. Pour sa défense, t'as dit pas mal de choses. Est-ce que si jamais les Bucks jouent par exemple face aux Celtics ou j'aurais pu dire face à Indiana avec Oladipo, mais c'est plus le cas, face à Washington avec Bradley Beal, vu qu'il est un peu plus grand que Kerry Bledsoe, est-ce que c'est lui qui doit prendre en face à face un guard dominant à l'Est, en play-off, ou est-ce que ça sera le rôle de Middleton qui passera plus sur les guards un peu plus grands sur les fins de match? Je pense que ça dépendra du joueur et de la situation en fait et de qui est sur le terrain. Par exemple, si on prend l'exemple de Boston, je vois bien Malcolm Brogdon défendre sur Marcus Smart, mais beaucoup moins par exemple sur Jaylen Brown ou sur Jason Tatum. Donc là le choix sera peut-être vite fait. Après si tu prends l'exemple de Toronto, ça sera peut-être beaucoup plus compliqué pour lui, parce que je pense que Bledsoe sera sur Kyle Lowry et lui il sera sur Danny Green. Donc certes Danny Green est plus grand, il drive moins, etc., mais il sera peut-être un peu plus en difficulté. Et tu vois, lui après sur Oladipo par exemple, qui est blessé, mais il aurait pu faire un bon travail, je pense. C'est le type de joueur, je pense, qui est le plus favorable pour lui à défendre, à peu près de sa taille, plutôt guard quand même, tu vois, qui va pas excessivement le poster, excessivement jouer le physique en fait. Par contre, je le vois pas le défendre sur un Kawhi, ça c'est pas possible. Je sais pas à qui on pourrait le comparer d'autres. À Philadelphie, il serait peut-être en difficulté. Je pense que tu vois, par exemple, il pourrait pas défendre sur Ben Simmons, c'est sûr et certain. Est-ce qu'il serait sur DJ Redick, par exemple? Peut-être plutôt. Donc, tu vois, c'est plutôt pour moi, il défend plutôt sur des postes 1-2. Et quand tu montes dans les physiques, ça devient plus compliqué pour lui. J'imagine sur un Jaylen Brown, par exemple, qui est peut-être pas le plus talentueux des attaquants, mais qui va constamment le jouer physiquement, ça sera compliqué pour lui. C'est clair. Ok. Merci beaucoup, Pierre, pour ce profil de Malcolm Brogdon. Et puis, on va se retrouver. N'hésitez pas à partager l'épisode, commenter, poser des questions, donner des joueurs que vous voulez peut-être qu'on étudie. Puis nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.